tous, merci de votre présence pour cette soirée qui est assez exceptionnelle pour les salons Madame de Staël. C'est un grand honneur que nous fait Madame Hélène Moucharzet de venir nous présenter la vie, l'œuvre de son père, ministre du Front Populaire, qui a été sournoisement assassiné par la milice et qui, cette année, rejoindra les grands hommes de la nation, qui rentrera au Panthéon au mois de mai 2015. C'est là, au-delà de toutes les fausses polémiques qui ont pu tenter de fleurir, au-delà de toutes ces fausses polémiques, c'est la reconnaissance d'un homme qui a été en tout point exemplaire. Alors, on a dit, mais ça n'était peut-être pas un résistant. Il semble que toute son œuvre et toute sa vie montrent au contraire qu'il a résisté, même si ça n'était pas les armes à la main. Alors, juste un petit mot pour m'inscrire en faux contre, en particulier, un grand poète, toutes mes excuses, à René Char, à une grande philosophe, Hannah Arendt, qui avait commenté ce vers de René Char qui disait « Notre héritage n'a été précédé d'aucun testament ». Ce vers, cette formule, voulait dire, voilà, nous n'étions finalement pas préparés au lendemain de la guerre à prendre en main les affaires du pays. La génération qui nous avait précédés n'avait finalement pas prévu cette abomination qui a été la Seconde Guerre mondiale et n'avait donc pas prévu de nous transmettre quoi que ce soit, escomptant que cela se ferait petit à petit. Eh bien, il y a sans doute une vérité dans ce que disent René Char et Hannah Arendt, mais pas complète, parce qu'il y avait au moins un homme qui, dans sa prison, continuait à écrire et à préparer ce que devrait être la France d'après la Libération. Et cet homme-là, c'était Jean Zay, qui avait largement déjà œuvré pour tout ce qui est de l'ordre de l'éducation et de l'art. Si nous avons un festival de Cannes, ça n'est pas sans rapport avec son goût pour les arts et sa connaissance du monde des arts, mais aussi pour l'éducation, puisque une grande partie de ces propositions qui n'avaient pas pu voir le jour avant la guerre, eh bien finalement ont été reprises après la guerre et ont même été réutilisées dans un certain nombre de textes auxquels nous accordons encore un petit peu d'importance au sein de l'éducation nationale. Donc voilà, c'était quelques mots sur Jean Zay, et la seule chose que l'on puisse dire, c'est merci à vous. Merci à vous de venir nous le présenter, parce que c'est important. Voilà, c'est important de témoigner de ce qu'a été la vie de cet homme-là, tout particulièrement pour nos jeunes étudiants qui peut-être n'ont pas une connaissance encore suffisante, satisfaisante de cette période, mais ça va venir. Et puis pour tous les autres, parce que dans la période que nous vivons, il est bon de temps en temps d'évoquer ces grandes figures qui pourraient nous rappeler ce qu'était tout simplement une certaine vision de la France dont nous avons certainement besoin actuellement. Donc voilà, je vais vous laisser la parole, c'est vous qui parlerez certainement le mieux de l'œuvre et de la vie de Jean Zay. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, vous en avez fort bien parlé, hein, je voulais vous le dire. Merci de cette invitation, de me donner l'occasion de parler. Alors je voudrais le dire tout de suite, je ne parlerai pas ici en tant qu'historienne. D'abord, je ne suis pas. Ensuite, il est clair que ce rapport filial rend la position d'historien difficile, mais ni en tant que témoin dans la mesure où je n'avais pas 4 ans quand mon père a été assassiné. Et donc, quoique je l'ai beaucoup vu en prison, j'expliquerai tout à l'heure dans quelles conditions, et quotidiennement, il y a de très longues heures, j'ai passé de très longues heures
dans cette cellule de la prison de Riom. Mais évidemment, je n'avais pas 4 ans, donc je n'ai pas de souvenir direct. Donc, ce que je vais dire ce soir, je n'ai pas assisté à sa vie, bien évidemment, qui a été très courte, mais ma mère nous en a beaucoup parlé, bien évidemment, et puis ses amis, je parlerai de tout ça tout à l'heure, ainsi que ce très beau livre qu'il a écrit, hein, Souvenirs et solitude, qu'il a écrit en prison, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, je voulais dès le départ dire que d'où je parlerai ce soir. J'essaierai d'aller vite. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des questions, des échanges avec vous. Donc, j'essaierai d'être brève. Mais tout de même, avant de commencer, puisque nous sommes ici dans la ville de Marx Dormois, je voudrais simplement lire les quelques lignes qu'il lui consacre justement dans Souvenirs et solitude. Donc, ce livre, écrit clandestinement en prison, les feuillets sortent dans mon landau, enfin ma mère les dissimule au fond de mon landau, hein, parce qu'il n'a pas le droit évidemment d'écrire, et puis il y a des choses qui seraient soumises à la censure. Et donc ce livre a été, les feuillets ont été recueillis en livre à la Libération par ses amis qui l'ont intitulé Souvenirs et solitude. Il a donc été édité à partir de 1945 et constamment réédité depuis et récemment réédité en poche. Alors voilà ce qu'il écrit au 26 juillet 1941. Marx Dormois a été assassiné sauvagement à Montélimar, dans l'hôtel où il habitait en résidence forcée. Une bombe placée sous son oreiller l'a déchiqueté pendant son sommeil. La cagoule prouve ainsi qu'elle existait bien, qu'elle n'est pas morte et qu'elle n'a plus à se gêner. Le protocole place côte à côte à la table du Conseil des ministres le titulaire de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale. Dans les délibérations de l'Élysée, j'ai donc été successivement le voisin de Roger Salingro et de Marx Dormois, ces deux victimes d'un fanatisme qui s'est tué par la calomnie, aussi sûrement que par l'explosif. Les deux hommes étaient bien dissemblables. Alors ensuite, il parle de Salingro. Bon, vous connaissez l'histoire de Salingro, je ne vais pas le lire, je vais lire ce qui concerne Dormois. C'était un homme de combat, rude et résistant, prêt à donner des coups et à en recevoir. Son tempérament l'avait dressé à la fois contre la droite réactionnaire et contre les communistes. Des deux côtés, il soutint des batailles auxquelles il se plaisait. Ministre de l'Intérieur, il rencontra sur son chemin les terrorismes fascistes. Combien de braves gens refusèrent d'y croire, crièrent au roman feuilleton, se voilèrent la face devant les dessous véritables de l'attentat de la rue de Presbourg. Ces mœurs n'étaient pas possibles en France. On niait que nous puissions faire à notre tour l'expérience des affreuses pratiques qui pourtant depuis 20 ans cheminaient peu à peu à travers l'Europe et se rapprochaient chaque jour de nos frontières. Depuis juin 40, la France a beaucoup appris là-dessus. Quant à Dormois, comme on n'espérait pas le conduire au désespoir par les campagnes de calomnie, on n'osa pas non plus l'abattre, les armes à la main, tant qu'il fut ministre, sénateur. On attendit de le trouver seul, dans une chambre d'hôtel, éloigné de ses amis dispersés, surveillé, quelle ironie, par la police, qui avait mission sans doute de l'empêcher de se sauver, non d'être assassiné. Vous voyez ce texte d'un ami qui parle d'un ami assassiné quelques années avant de l'être lui-même. Alors je vais essayer de retracer rapidement cette vie, qui a été une vie très brève, et dont mon père dit lui-même quelque part qu'il a passé autant, dans cette courte vie, puisqu'il est mort, il n'avait pas 40 ans, autant de temps en prison que les années où il a été ministre. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer une photo. Alors c'est la photo Léon en permission. Non, pas celle-là. Voilà. Alors, la famille déjà de cette famille. Parce que vous savez que mon père a été l'objet d'une campagne dès qu'il est rentré dans la vie publique, mon père a été l'objet d'une campagne antisémite, d'une rare violence, comme les années 30 savaient les faire. Et voilà quelle était sa famille. Vous voyez là, le militaire, c'est Léon Zay, c'est son père. Alors, quelques mots sur son père, parce que ça a été très important dans sa vie. Léon Zay est né en 1874 à Orléans, mais il était d'une famille juive alsacienne depuis des siècles,
il y a une association généalogique qui a fait notre arbre généalogique, donc la branche des Airs remonte à peu près jusqu'au XVe siècle. C'est donc une famille française depuis des générations, implantée en Alsace, et qui, en 1870, au moment où l'Alsace devient allemande, vous savez qu'en 1870, ou plutôt 71 je crois, l'Alsace est devenue allemande, d'ailleurs c'était les résultats de la guerre de 70, et donc un certain nombre d'Alsaciens n'ont pas voulu devenir allemands et ont voulu rester de nationalité française. Et donc ils ont quitté l'Alsace, alors on appelle ça, ils ont opté pour la nationalité française, c'est le premier document que vous avez là, et cette famille, donc, option nationalité française, cette famille s'est retrouvée à Orléans pour ces raisons-là. Donc un père qui, à la fin du XIXe siècle, connaît l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, tout le monde la connaît. À Orléans, donc, où était cette famille, désormais, elle est d'une extrême violence. C'est-à-dire qu'il y a des manifestations qui se déroulent violentes. Et le problème était qu'à Orléans, il y avait 3 journaux locaux, mais qui étaient tous anti-Dreyfusards. Et un certain nombre de jeunes gens de l'époque, de gauche, se disent c'est pas possible, et ils créent un journal qui va donc défendre Dreyfus. C'est Le Progrès du Loiret, que vous allez voir là. Et Le Progrès du Loiret, Léon Zay, donc mon grand-père, devient très rapidement, oui, voilà, donc c'était l'imprimerie, devient très rapidement rédacteur en chef de ce journal. Et mon père naît en 1904, et très vite, très jeune, il est élevé dans cette ambiance, enfin il y a des témoignages qui décrivent cette ambiance de l'imprimerie, du journal. Il va être très fasciné par cette activité, donc il va très vite avoir une activité de journaliste. Alors il fait ses études, je vais aller très vite, il fait ses études à Orléans, l'étude brillantes. Il adore son père. D'ailleurs, il y a une photo quand il est sur les épaules de son père qui est amusante parce que son père donc fait la guerre de 14. Il part en 14 et il fait toute la guerre sur le front. Il reviendra d'ailleurs avec la croix de guerre, et j'ouvre une parenthèse là. Ces hommes, cet homme comme lui, donc qui était juif, qui fait la guerre, qui revient avec la croix de guerre, quand il faut qu'en 1941, il remplisse le document, vous savez, commandé par le statut des Juifs. Vous savez que les Juifs ont dû se faire recenser. Quand il faut qu'il remplisse ça, il met en très gros croix de guerre parce qu'il ne supporte pas, enfin j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, cette photo, elle est assez amusante parce que son père est en permission, vous voyez ses bottes. Il est évidemment sur les épaules de son père et c'est symbolique de ce que ce père a été pour lui, c'est-à-dire un homme qui l'a beaucoup influencé. Il a repris les mêmes engagements. Alors ces engagements, c'était quoi? C'était d'abord être radical, parti radical, qui était, vous savez, à l'époque, le grand parti de la Troisième République, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est le journalisme, c'est l'initiation au Grand Orient de France, à la Loge était de lutte, donc franc-maçon. Et c'est cet engagement laïque, très profond, qui habitait son père. Vous savez que son père, cette famille Zay, appartenait à ce que Pierre Bermond, l'historien, appelle les fous de République, ces familles juives émancipées à la Révolution française et qui sont fous de République, de laïcité, etc. Donc voilà cette enfance, pour aller très vite, très influencée par l'image de son père. Son père reste absent pendant 4 ans, et pendant ce temps-là, pour vous montrer la fascination qu'il exerçait, mon père fabrique un petit journal, c'est Le Familier, où sur un cahier d'écolier, enfin sur plusieurs cahiers d'écolier, il fabrique réellement un journal, comme un vrai journaliste, vous voyez. Alors c'est manuscrit, tout ça, c'est son écriture. Alors ça s'appelle Le Familier, et il y a toutes sortes d'événements, ça va en effet de son anniversaire, donc événements très familial et très intime, jusqu'à des événements de la guerre, parce qu'il suit la guerre, jour après jour, les opérations de la guerre, etc.
Et vous voyez que déjà, quel âge il a là, c'est en 18, donc il a 14 ans. Vous voyez déjà ce goût de l'écriture qui va l'habiter toute sa vie. Malheureusement, quand il est ministre, il n'a pas beaucoup de temps. Mais ce goût de l'écriture va revenir en prison. Enfin, il va pouvoir lui donner libre cours. Et déjà, ce journal, réellement, c'est un véritable journal. Alors, sa mère est obligée de travailler pendant la guerre, puisque Léon, mon grand-père, est à la guerre. Elle reprend une activité d'institutrice, donc l'école. Hein. Sa mère est protestante. Ils sont élevés, avec sa sœur, il a une sœur, ils sont élevés dans la religion protestante. Alors, je vais aller très vite, il fait ses études au lycée, il est très brillant, il y a une photo de lycée comme autrefois, ça va étonner les jeunes actuellement, mais c'est des photos qu'on faisait à l'époque. Voilà. Il est là. Voilà. Non, oui, à côté, oui, là, il est là. Il a appris au concours général, etc., etc. Il fait son service militaire, qui à l'époque était très long, et il s'engage dans des études de droit. Alors à l'époque, c'est un peu compliqué, parce que la famille n'a pas beaucoup d'argent, et il est obligé de travailler, donc il a une activité d'avoué. Et il raconte quelque part que, alors il était avoué pendant le jour pour gagner sa vie, il écrivait dans le journal de son père, et puis les études de droit, ça venait quand ça allait pas. Toujours est-il qu'il devient quand même avocat, donc il a une activité assez brillante d'avocat, donc journaliste, avocat, engagé au Parti radical, mais engagé à gauche du Parti radical. Vous savez que ce Parti radical sous la Troisième République, c'est le grand parti des notables, et qui s'est un petit peu embourgeoisé, va-t-on dire, et lui fait partie de ceux qu'on appelle les jeunes turcs, ou bien les jeunes radicaux, c'est-à-dire cette frange à gauche du Parti radical qui va, à partir de la fin des années 20, essayer de secouer ce parti, de le moderniser, de le dénotabiliser, parce que c'était un parti notable. Et mon père va être de ceux qui vont être les artisans de l'adhésion de ce parti radical au Front populaire, en 1936. Puisque dans ce parti radical, qui était le grand parti de gauche en France, il y avait une aile droite qui était très réticente à s'allier au Front populaire, et puis il y avait cette aile de gauche. Et lui, très rapidement, dans ce parti radical, va acquérir de la notoriété, d'autant plus qu'il était excellent orateur. Il était, avec quelques amis, plein de vie, plein d'énergie, plein de désir que ce parti se modernise, que la République se renforce. Et en 1935, je vais vite, il est nommé par son parti rapporteur du congrès de Wagram, qui était le grand congrès du Parti radical à cette époque-là, et qui va décider de l'adhésion du Parti radical au Front populaire. Entre-temps, il s'est marié. Il est là, voilà, avec ma mère, au temps où ils sont fiancés. Ils sont tout jeunes, c'est la mode de l'époque. Là, ils sont fiancés, ils ne sont pas encore mariés. Ils se marient en 1931. Arrive donc 1900. Alors, oui, dans la vie politique, je vous ai dit, l'ascension est assez foudroyante. En 1932, il a 27 ans, il est élu député. On l'envoie dans une circonscription perdue d'avance, pratiquement, mais qui va quand même gagner. Et il sera réélu en 1936, aux élections de mai 1936. Alors en mai 1936, il vient d'être nommé en janvier, quelques mois précédemment, il vient d'être nommé sous-secrétaire d'État dans le gouvernement Sarraut. Il est sous-secrétaire d'État auprès du président du Conseil. Et donc, quand il est député, il est à ce poste-là. Et comme le Front populaire gagne les élections législatives, et qu'il y a un mois qui se déroule entre les élections et la formation du nouveau gouvernement, il va beaucoup œuvrer pour la transition entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement. Ce qui n'est pas facile, parce que c'est un gouvernement de gauche qui arrive, Front populaire, tout le monde sait ce qu'a été ce gouvernement. Et donc il va être remarqué par Blum, Léon Blum, qui prend la tête du gouvernement, et qui va donc l'appeler au gouvernement. Et dans ce livre, mon père raconte comment ça s'est passé, c'est assez drôle, enfin il raconte
un peu succinctement, mais il est au café un soir, et, non, dans la journée plutôt, il est au café avec des amis, et il y a un coup de téléphone, on l'appelle au téléphone, c'est Blum. Et Blum lui dit, écoutez, je veux un jeune à l'éducation nationale, soyez à l'Élysée ce soir à 19 h. Il se présente à l'Élysée le soir, et là, il se voit attribuer un grand ministère, parce que c'était l'éducation nationale, mais c'était aussi les beaux-arts, l'équivalent actuel du ministère de la Culture, on dirait actuellement ministère de la Culture, et il avait 3 secrétaires d'État qui étaient rattachés à ce ministère, et donc il avait la recherche scientifique, l'université évidemment, et rapidement il va voir Jeunesse et Sport avec le fameux Léo Lagrange, que vous connaissez par le nombre de stades des auberges de jeunesse. Et donc, le travail de ce jeune ministère va commencer. Il s'entoure d'une équipe de très jeunes gens qui deviennent très rapidement des amis. Et ces amis-là sont restés des amis, sont venus le voir après en prison, et ensuite, à la libération, sont restés très proches de ma mère, donc je les ai bien connus. Et ils témoignaient tous d'une ambiance au sein de ce cabinet ministériel de jeunes gens très enthousiastes qui avaient plein d'idées. Ce ministère a été un ministère, on le dit souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est les historiens, de visionnaires, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord beaucoup d'idées nouvelles, alors qui ont eu du mal à passer parce que les forces réactionnaires, par définition, n'étaient pas toujours d'accord. Alors je vais essayer très rapidement, parce que c'est très difficile en quelques instants de résumer ce qu'a été son œuvre en tant que ministre. D'abord sur le plan de l'éducation nationale, il a voulu, si vous voulez, Jules Ferry avait ouvert l'école à tous les enfants. Sauf qu'à l'époque, où mon père arrive au ministère, par exemple un enfant de 8 ans, tous les enfants de 8 ans n'allaient pas dans la même école. Il y en avait qui allaient dans l'école primaire gratuite, et puis il y en avait qui allaient dans les petites classes de lycée, qu'on appelait les petits lycées, c'est-à-dire qu'il y avait les lycées jusqu'à la 6e, il n'y avait pas les collèges, tout ça c'était le lycée, et ensuite il y avait la 7e, la 8e, la 9e, qui correspondaient aux classes primaires. Et cet enseignement-là, il était payant, il n'y avait pas les mêmes profs dans l'école primaire et dans ces classes de petits lycées, les profs n'étaient pas formés de la même façon, et il n'y avait pas les mêmes programmes. Autant vous dire que les enfants n'avaient pas le même enseignement. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est d'unifier tout ça. C'est-à-dire qu'il a supprimé les petites classes des lycées, et tous les enfants d'âge primaire allaient dans la même école que leur gratuite, qui est devenue gratuite. Et alors il a fallu réformer toute la structure de l'éducation nationale. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a ça. Mesure phare du Front populaire, qui était la seule en fait qui avait été annoncée dans le programme du Front populaire, c'est qu'il allonge la scolarité obligatoire d'1 an. Donc, la scolarité devient obligatoire jusqu'à 14 ans. Et ça, dès août 1936, il prend cette loi. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait à la rentrée prochaine? Eh bien, contrairement à l'époque actuelle, où beaucoup de réformes prennent beaucoup de temps pour se mettre en place, là, il va dire, dès la rentrée 36, on y va. On crée cette classe. Vous vous rendez compte ce que c'est dans un système scolaire que de créer une classe qui n'a jamais existé et où il va falloir tout inventer. Et donc, et ça me donne l'occasion de parler de sa méthode, alors là, je ne fais que répéter ce que dit Antoine Prot, le grand historien que vous connaissez sans doute, qui a d'ailleurs préfacé ce volume et qui a beaucoup écrit sur Jean Zay et sur ses réformes. Et lui souligne le fait de l'originalité de la méthode de ce ministre. Ce qu'il dit, c'est que Jean Zay, en effet, n'a pas gouverné par circulaire qui tombe sur les bureaux des chefs d'établissement régulièrement, et qui parfois se contredisent les unes les autres, ou l'une circulaire, on n'a pas le temps de l'appliquer. Enfin, vous connaissez, je suis dans un lycée, vous connaissez ça. Non, lui, qu'est-ce qu'il va dire très vite aux enseignants? Et en particulier pour cette classe-là, donc où il faut tout inventer. Il dit, voilà, je vais donner les grands principes. Cette classe est une classe nouvelle. Il faut que ce soit une classe, comme on dit, de fin d'études, mais qui prépare les jeunes enfants
à la vie, à tout point de vue. Donc il donne 3 grandes directions, je n'ai pas le temps de... Et il va dire aux enseignants, à partir de là, c'est vous qui connaissez les enfants, c'est vous qui connaissez les problèmes, c'est vous qui allez avoir idée des solutions et de ce que peut être cette classe de fin d'études. C'est-à-dire qu'il va faire confiance aux enseignants, il va leur dire, allez-y, expérimentez, essayez, on verra, on dressera le bilan de cette période d'expérimentation et on retiendra ce qui est le meilleur. Et donc voilà comment, dans tout le domaine de l'éducation nationale, il a fonctionné. Je prends un autre exemple. Vous savez qu'il a institué l'heure de sport obligatoire à l'école. Et ça, c'est à voir. Vous parliez tout à l'heure de cette œuvre qui a été habitée par l'esprit de résistance. Le sport à l'époque. Alors n'oubliez pas l'époque. On est à l'époque où, à côté, il y a les nazis. Et puis, il y a les fascistes italiens. Le sport dans ces pays-là est totalement militarisé. Et c'est un instrument pour formater les jeunes, pour aller très vite. Lui, il va scolariser le sport. Et le faisant rentrer à l'école, il va le transformer en ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un outil éducatif. Cette scolarisation du sport, et on peut voir beaucoup de choses qu'il a faites, comme au fond une réplique républicaine aux défis fascistes qui sont en train de se dérouler. Vous avez pris l'exemple tout à l'heure, d'autres exemples, mais je le prends tout de suite, le Festival de Cannes. Là, je passe à la culture. Pardon, ça sera un peu désordonné, mais enfin bon. Le Festival de Cannes, c'est en effet lui qui a créé le Festival de Cannes. C'était plus qu'une idée, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il était réalisé. Le premier Festival de Cannes devait, vous avez l'affiche, devait se dérouler le 1er septembre, au 20 septembre 1939. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il a été créé, ce festival. Juste 2 mots là-dessus. En 1938, il y avait un seul festival international de cinéma qui se déroulait à la Biennale de Venise. C'était la Biennale de Venise. 1938, l'Italie fasciste. Donc le palmarès de ce festival est dicté littéralement par Hitler et par Mussolini. Alors Hitler décide de donner le premier prix au lieu du stade. Voilà. Et Mussolini a quelqu'un de sa famille. Les pays démocratiques qui assistent à ce festival, évidemment, sont furieux. Tout d'abord, d'ailleurs, les Américains qui n'avaient même pas pu présenter de film. Et donc, décident qu'ils ne remettront pas les pieds à ce festival et décident de créer un festival dans un pays démocratique. Et c'est la France qui a été le plus vite. Alors ça, c'est vraiment Janzet, du coup, avec son équipe, qui très vite ont dit, on veut que ça soit en France. Alors, vous vous rendez compte la rapidité avec laquelle ça s'est fait. Même pas un an pour organiser tout un festival. Il est vrai que ça n'avait pas l'ampleur du Festival de Cannes actuellement, pas du tout, enfin quand même. Donc, on cherche une ville qui peut accueillir un festival. 3 villes sont candidates. Biarritz, Vichy, figurez-vous. On peut se demander si Vichy avait accueilli le festival, parce que c'est bon, bref. Et Cannes. Donc c'est Cannes qui est choisi pour les mêmes raisons que, voilà, parce qu'il y a des raisons qu'on connaît. Et donc en quelques mois, cette équipe du ministère va fabriquer un programme, va inviter des films, va inviter les acteurs, etc., etc. Vous voyez, il y a des articles. Ça, c'est un article d'août 1939. Et le festival donc, doit ouvrir le 1er septembre. Les actrices et les acteurs américains, les grandes vedettes, sont déjà là, à l'hôtel, à Cannes. Et puis, 1er septembre 1939, vous savez tout ce qui s'est passé. La guerre éclate le 3. Donc le festival est annulé et n'aura pas lieu. Des cinéastes qui font actuellement un film sur Janzet et le cinéma, qui passera à la télévision dans quelques mois, ont retrouvé à la Cinémathèque française un dossier comme ça sur la création du Festival de Cannes que personne n'avait jamais ouvert et qui montre jour après jour la création de ce festival parce que ça a été considérable, il a fallu voir avec les adultes.
États-Unis, avec tout, parce que ça a été tout de suite d'emblée voulu comme un festival international, et avec ce sens politique de résistance, là encore, qui était là dès le départ. Donc je reviens à l'éducation, pardon d'avoir fait ce petit détour par le Festival de Cannes. Très vite, il fait des choses qui feraient rêver des profs actuels, c'est-à-dire qu'il dédouble toutes les classes qui ont des effectifs trop grands. Et donc, dédoublant des classes, il crée beaucoup de postes. Alors, je ne vous donne pas les chiffres, d'abord parce que je retiens mal les chiffres, et puis parce que, comme la population scolaire n'est pas du tout la même, ça ne dirait rien à personne. Mais en tout cas, il crée beaucoup de postes. Et puis, il faut aussi construire. Donc, il arrache au ministre des Finances, dans ce livre-là, il y a des passages, alors là, qui sont très évocateurs aussi pour notre présent, de la tyrannie budgétaire. Le ministre des Finances, en fait, ils ont des échos actuellement. La tyrannie de l'équilibre budgétaire. Bon, suivez mon regard. Donc, il va lancer un programme de grands travaux d'établissements scolaires. Donc, on construit beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'établissements qui ont été inaugurés entre 1936 et 1939. Bref, tout un programme d'équipement. Alors, on équipe aussi les établissements de moyens nouveaux. Il introduit le cinéma scolaire. Jamais le cinéma n'était entré dans un... C'était un moyen très nouveau à l'époque, mais jamais il n'était entré. Il introduit la radio scolaire, donc des moyens pédagogiques nouveaux. Et surtout, une pédagogie nouvelle. Vous connaissez tous quelqu'un qui s'appelle Freinet, Célestin Freinet. Oui. Bien, Freinet, il était content de ce ministre, figurez-vous. Je peux vous lire quelque chose qui... Parce que Freinet... Avant que Chancel arrive au ministère, il n'était pas très bien vu, quoi. Il était directeur d'école, comme vous savez, et il était en disgrâce. Je crois même qu'on lui avait retiré sa direction. Enfin, je ne sais pas très bien, mais enfin, en tout cas, ça n'allait pas très bien pour lui. Alors, non seulement il va le remettre en piste, mais la pédagogie qu'il va prôner va tout à fait dans le sens de Freinet, et il va l'encourager, comme tous les gens qui expérimentent, à chercher. Voilà ce que Freinet dit de lui, je cite. « Je puis affirmer que si nous avions dans l'histoire de l'évolution scolaire française quelques lustres aussi riches en innovations hardies que ces 2 dernières années, il écrit ça en 1938, il y aurait bientôt quelque chose de changé dans l'éducation française. » Alors il continue toujours avec sa méthode, cette méthode expérimentale, c'est-à-dire les premières instructions. Vous savez, il y a des instructions ministérielles. Non. Lui, quand il arrive, il n'envoie pas d'instructions ministérielles. Les premières instructions ministérielles qui sortent, c'est en 1938. Et pourquoi seulement en 1938 ? Ben, c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire pendant 2 ans, il a demandé aux enseignants de chercher, d'expérimenter, etc. Lui-même a lancé des expérimentations sur le sport, mais aussi sur les activités dirigées. Vous savez que c'est lui qui institue une après-midi où il faut sortir les enfants de l'école. Alors en l'occurrence, c'est le samedi après-midi. Il y avait l'école le samedi après-midi. Et là, alors, il s'est fait quasiment, non pas insulter, mais par les conservateurs, on va les appeler, parce que comment on va sortir les enfants de l'école une après-midi par semaine pour aller leur montrer des musées, des usines, des champs, le monde, quoi. Parce que c'est ça l'idée, c'est que les enfants, vraiment, qui sortent des murs de l'école. On l'a même appelé le ministre de la récréation nationale. Etc., etc. Donc, les premières instructions sortent en 1938, et Antoine Prot, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, mais c'est lui qui est le grand spécialiste de l'éducation, dit que ce sont en effet des instructions extrêmement novatrices à tout point de vue. Bon, il lutte par exemple à l'époque contre le surménage scolaire, contre le par cœur, il est pour l'enseignement oral, enfin, etc., etc. Je n'ai pas le temps de tout vous dire. En tout cas, voilà, alors il y a quelques par exemple, vous montrez l'article sur la réforme, où là on va voir très rapidement les... Voilà, ça c'est... Si ça veut bien s'ouvrir. Oui, tout simplement. Voilà, le gouvernement de Front Populaire Réforme Enseignement primaire supérieur, donc ça a été vraiment un grand bouleversement. D'ailleurs, ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que il a déposé ce projet de loi en mars 1937. Il a rencontré l'opposition de la droite
la droite, qui a bloqué ce projet de loi. Et c'est pour ça aussi en particulier, comme il n'a pas pu faire passer par la loi les nouveautés qu'il voulait instituer, qu'il a procédé par expérimentation et par décret. Ensuite, il y a en effet des notes manuscrites sur la réforme de l'enseignement. Alors ça c'est intéressant parce que il écrivait tout lui-même. Ah oui, alors Antoine Pro raconte quelque chose d'amusant, c'est que comme il était ministre de la Culture, on va dire, il fait un grand discours au moment de la mort de Ravel. Et un très beau discours, très beau, de quelqu'un vraiment qui comprend la musique, et puis en plus c'est très bien écrit. Et ce discours a été publié. Et Antoine Pro raconte que, et il dit, contrairement à l'époque actuelle, où les ministres lisent les discours qu'on rédige pour eux, là ça a été l'inverse. C'est-à-dire que c'est lui qui a rédigé le discours, mais, et ça je ne le savais pas, c'est lui, comme il n'a pas pu aller aux obsèques lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui l'a lu. Hein, vous voyez la démarche interne. Donc voilà ce qu'il écrit. Mais alors, orientation, coordination, oui, je n'ai pas parlé de ça. Il institue une 6e d'orientation, qui est une classe complètement nouvelle aussi. La 6e existait, mais là, on fait de l'orientation. Ça n'existait pas du tout à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, il dit dans Souvenir et solitude qu'on mettait les enfants à l'école comme on met un pain dans le four. On le met en 6e, on le ressort à la fin, cuit. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de changer de filière. C'était une logique complètement verticale. On entrait là et on restait jusqu'au bout. Il n'y avait aucune possibilité d'aller ailleurs. Tandis que là, c'est une logique horizontale, c'est-à-dire qu'un enfant peut choisir, selon ses aptitudes et selon ses intérêts, là où il va aller. Enfin bon, je n'ai pas le temps de rentrer, donc on va continuer. Alors là, c'est une photo, la colo, que j'aime beaucoup, parce que pour moi, c'est le symbole du Front populaire. C'est des enfants qui partent pour la première fois de leur vie, alors je ne parle même pas des parents, hein. On vient d'instituer les congés payés. Les congés payés, c'est 2 semaines de vacances pour des gens qui n'en ont jamais eu. Jamais. On a tous vu des images des gens qui partent à vélo sur les routes, à vélo parce qu'ils n'ont pas de voiture. Et cet enthousiasme extraordinaire. Et j'ouvre une parenthèse, la politique culturelle que j'en ai amenée, c'est aussi du Front populaire, c'est aussi pour dire, voilà, on permet aux gens d'avoir du temps libre, mais il faut aussi leur donner de quoi nourrir ce temps libre. C'est-à-dire qu'ils puissent en effet avoir accès aux établissements culturels. Donc il y a toute une politique tarifaire d'accès aux musées, au théâtre, etc. et de démocratisation d'accès aux établissements culturels. Donc ça, cette photo, vous voyez les enfants avec leurs valises, leurs casquettes. Enfin moi je trouve cette photo extraordinaire parce que... Et le ministre qui est donc au milieu des enfants, c'est à la gare Montparnasse. Et pour la première fois, les enfants partent en colonie de vacances. Alors, c'était quand même pas n'importe quels enfants, c'était des enfants du Loiret. Non, c'était plus exactement des enfants qui partent dans une colonie de vacances du Loiret, qu'il avait au Sable d'Olonne. Et donc, voilà, ça montre bien ce qu'a été pour ces enfants et pour leurs parents, ce qu'a été cette époque-là. On continue rapidement. Voilà, les étudiants. Alors, j'en ai pas parlé, mais rapidement aussi. Il est ministre de l'enseignement supérieur aussi et de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour les étudiants? Il n'y avait pas le nombre d'étudiants du tout qu'il y a maintenant. Les chiffres n'étaient pas comparables. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toujours dans ce même souci de démocratisation, il va doubler à peu près le nombre de bourses et surtout doubler leur montant. Pas seulement le nombre, mais leur montant. Ce qui va en effet faciliter les choses. Il travaille beaucoup aux questions de cantine, enfin de restaurants universitaires, et il va favoriser, alors également, donc là il est au milieu, il est dans un restaurant universitaire, je ne sais pas exactement où c'est, on va continuer les photos, si vous voulez bien. Là encore, c'est une photo où il est au milieu d'enfants, bon c'est juste, là c'est plus pour marquer, on va continuer. Oui, elle n'est pas nette. Puis, alors ça, oui, c'est la création de l'ENA dont je vous parlais tout à l'heure.
qui est un article du journal qui dit bien une grande réforme, l'École nationale d'administration sera le recrutement démocratique des fonctionnaires, sauf qu'il se heurte à l'époque à l'opposition de l'école qui forme les fonctionnaires, à savoir l'école libre des sciences politiques, qui est privée, payante. Et il va y avoir un tel lobby de cette école-là que la loi, il va la faire voter par la Chambre des députés, mais pas le Sénat ne la votera. Le Sénat, toujours un peu... Le Sénat ne la votera pas, c'est la raison pour laquelle l'ENA a été officiellement créée seulement à la Libération par Michel Debré. Michel Debré qui avait participé comme conseiller d'État à ce travail-là. Mais on a oublié, comme le festival de Cannes, on a oublié quelle était l'origine de cette... Voilà, on continue. Et puis ça, oui, c'est simplement pour le souvenir d'un très grand ami. Là, il est avec son directeur de cabinet, c'est Marcel Abraham, qui était un très très grand ami, un homme merveilleux que j'ai connu moi après la Libération. Voilà, alors, alors sur la culture, un mot sur la culture, si je suis pas trop longue. Un mot sur la culture, donc j'ai parlé de la démocratisation de l'accès aux établissements culturels. Alors là, on a une série de... Le théâtre. La Comédie Française était à l'époque, allait très mal, pour des raisons que c'était l'État qui imposait le programme, ça allait très mal. Alors lui, très tôt, il va régler la chose très vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il nomme un directeur, Édouard Bordet. Il lui dit, vous avez carte blanche, vous faites ce que vous voulez, l'État ne se mêlera plus de la programmation, d'imposer tel ou tel acteur, etc. Je nomme à vos côtés 4 metteurs en scène. Alors c'était pas n'importe qui. C'était Jouvet, Dulin, Copeau, j'oublie le quatrième. Oui, enfin un quatrième, peu importe. D'ailleurs, des gens quand même, c'était le plus grand metteur en scène. Et allez-y, travaillez. Et en l'espace d'un an, comme il dit dans Souvenirs et Solitude, la Comédie Française est redevenue la première scène théâtrale de l'époque. Le cinéma. Le cinéma, là, vous voyez... oui, alors il y a oui, comme on a des étudiants dans la salle, quand même, on peut mettre celui-là. Tarif étudiant pour la Comédie Française. La même chose, vous ne lisez pas, mais en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les étudiants puissent aller. Il parle de prix d'entrée, hein, qui puissent... donc, il faut leur faire des prix spéciaux pour... à l'époque, c'était quand même assez... Ensuite, que vous montrez, le festival de Cannes, on a vu. Ah oui, alors le Jean Perrin, il favorise la recherche, c'est-à-dire il arrache au ministre des Finances, enfin, ça a été... ces 3 ans de gouvernement ont été une bataille constante contre le ministre des Finances. Il a fallu qu'il arrache tout, c'est pas nouveau. Et donc il arrache au ministre des Finances des crédits pour la recherche. Là, il est avec Jean Perrin, vous connaissez, le grand scientifique. Et on est là au Palais de la Découverte, à Paris. Le Palais de la Découverte a été construit pour l'exposition universelle de 1937, mais destiné à être détruit, comme toutes les installations de l'exposition. Et là, lui, il va décider de pérenniser ce Palais de la Découverte, donc de le garder et d'en faire le grand Palais de la Découverte qui existe encore actuellement. Il crée le CNRS. Alors, il ne le crée pas ex nihilo. Il y a des organismes de recherche divers et variés qui existent, mais ce qu'il va faire, c'est qu'avec Jean Perrin, là vraiment il travaille avec Jean Perrin, il va les réunir pour en faire le grand CNRS qu'on connaît. Le décret de création paraît en octobre 1939. Alors là, il n'est plus ministre depuis un mois, mais c'est quand même lui, enfin, le décret était prêt. Et puis, ça, le discours Ravel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, un grand intérêt pour la littérature. On le voit là avec Romain Rolland, avec cette très belle photo de Romain Rolland. On le voit un peu plus loin avec Valéry, Paul Valéry, qui fait sa leçon inaugurale au Collège de France. Et puis on le voit alors surtout avec Bergson. Bergson, vous voyez, M. Jean-Zère en visite au Pierre Bergson,
Et juste une petite parenthèse, dans le livre, là, il y a le récit d'une visite qu'il lui fait, c'est celle-là d'ailleurs, et où il raconte la chose suivante. Bergson était juif. Et Bergson a voulu se convertir au catholicisme. Mais il explique, et ça c'est expliqué, il explique à Jean Zay qu'il ne le fera pas. Bien qu'il désire vraiment devenir catholique. Mais il ne le fera pas parce que, étant donné les persécutions contre les juifs, il ne veut pas opérer cette conversion à ce moment-là. Et c'est un signe magnifique, je trouve, de Bergson. Alors, c'est lui qui fait un projet pour les droits d'auteur, très novateur aussi, parce que jusque-là, l'écrivain n'était pas propriétaire de son œuvre, les éditeurs faisaient ce qu'ils voulaient du livre. Donc là, projet, c'est l'écrivain, c'est les droits d'auteur, un projet très novateur, etc. etc. Ah puis oui, Léopold Fargue, qui est ce grand poète que vous connaissez peut-être, et qui venait le voir comme ça au ministère, qui s'effondrait dans le fauteuil, qui discutait avec lui, et qui lui a donné tous ses livres que j'ai chez moi actuellement. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Léopold Fargue, comme il disait, truffait ses livres. C'est-à-dire que dans ses livres, il mettait des feuillets, alors parfois c'est 10 pages, et qui sont des véritables textes de Léopold Fargue, très beaux, sur la création, sur la poésie, etc. Et en 1942, quand mon père est en prison, vraiment dans la situation qui a été la sienne, Léopold Fargue lui envoie un livre qui s'appelle « Haute solitude ». Oui, les symboles qu'il peut y avoir. Voilà, il crée aussi la réunion des thérapies nationaux, il crée le musée d'art moderne avec le grand historien d'art Jean Cassou et le grand écrivain Jean Cassou, grand résistant aussi, hein, peut-être vous connaissez ce nom-là. Voilà, je dois oublier des choses, monsieur Marais. On arrive à la guerre. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, et j'en ai reparlé, son œuvre de ministre peut se lire donc comme une réponse républicaine à ce qui est en train de se dérouler en Allemagne et en Italie. J'ai parlé, alors depuis le début, il est partisan de la résistance à Hitler dès 1933, alors que vous le savez, beaucoup de gouvernements. Hitler a lancé des ballons d'essai comme ça. Et il a dit lui-même, je vais voir ce que ça donne. S'il avait rencontré de la résistance, il reculait. Il n'a pas rencontré de résistance. Parce que pacifisme qui était né de la guerre, plus jamais la guerre, donc il faut éviter la guerre à tout prix, et si on résiste à Hitler, on aura la guerre, comme a dit l'autre, vous avez choisi, enfin vous aurez tout le déshonneur de la guerre. Donc lui, il est partisan avec d'autres de la résistance la plus ferme à Hitler dès 1933. En 1936, vous savez qu'il y a eu une guerre civile en Espagne. Franco, auteur du coup d'État, est aidé par les avions d'Hitler et de Mussolini. Les républicains espagnols demandent de l'aide à la République française. Il y a un débat au sein du gouvernement qui déchire Léon Blum. Et la France va décider de ne pas envoyer d'armes. Jean Zay, lui, à l'intérieur du gouvernement, a milité fortement pour l'envoi d'armes aux républicains espagnols. D'ailleurs, il y en a eu quand même, clandestinement, avec quelqu'un comme Pierre Cotte, mais clandestinement. Donc il est partisan de l'aide aux républicains espagnols. Il est violemment contre les accords de Munich. Tout le monde sait ce que c'est que les accords de Munich, hein, où la France et l'Angleterre ont capitulé devant Hitler en le laissant occuper la Tchécoslovaquie. Ces accords honteux. Là encore, tout pour éviter la guerre. Le résultat, c'est le déshonneur et la guerre est venue quand même. Et puis, arrive la guerre. Le 3 septembre, il démissionne du gouvernement. Alors, il n'est pas obligé, les ministres restent en place normalement. Mais lui, il démissionne volontairement en disant, âgé de 35 ans, je souhaite partager le sort de ces jeunes pour lesquels
j'ai travaillé pendant ces 3 ans de gouvernement. Donc il part sur le front de l'Est, il s'engage. Et il va faire comme tous les jeunes Français de l'époque, ce qu'on appelle la drôle de guerre, arrive le 10 mai 1940, c'est l'invasion allemande, donc il participe au combat, et puis, alors vous connaissez tout le contexte, je ne vais pas raconter l'histoire, et puis arrive le mois de juin, alors le gouvernement s'est retiré à Bordeaux, c'est Paul Reynaud qui est chef du gouvernement, la défaite est totale, l'effondrement de l'armée est total, Reynaud, comme un certain nombre de ministres de gouvernement. Alors, Jean Zay n'est plus ministre, hein, puisqu'il a démissionné. Donc, il n'est pas au gouvernement. Il y a un débat au sein du gouvernement qui se termine. Alors, les uns qui disent oui, bien sûr, la France a perdu une bataille, ce qu'a dit De Gaulle. Il n'a pas perdu la guerre. Donc, la France peut résister, peut continuer la guerre, parce qu'il y a toutes les forces de l'Empire qui sont intactes, complètement intactes. D'ailleurs qui vont jouer un rôle après. Il y a la flotte qui est complètement intacte, donc la France peut continuer, mais pas sur le territoire français, qui est occupé, mais en allant en Afrique du Nord. Et il y a un projet du gouvernement, d'un navire, pour emmener le personnel politique, pour reconstituer un gouvernement en Afrique du Nord. Mais, à ce moment-là, il y a Pétain, qui fait partie du gouvernement, qui est absolument contre ça, qui veut conclure l'armistice. Et à la suite de tractations, je n'ai pas le temps de résumer, mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que le sort de la France s'est vraiment décidé en quelques heures, quand on voit le détail, et en particulier des manœuvres de Laval auprès de Pétain et auprès du président de la République de l'époque. Enfin, je n'ai pas le temps de tout raconter, avec un mensonge. On a dit au président de la République, j'ai oublié son nom, mais ça va me revenir, qui était prêt à partir lui aussi en Afrique du Nord. Alors le bateau, le Massilia part, le président de la République est en route pour partir de Port-Ventre, et à ce moment-là, on lui raconte, non, c'est pas vrai que les Allemands ont franchi la Loire, donc il n'y a pas le feu, restez. Et le fait que le président de la République reste, vous voyez bien, c'était lui le symbole de l'État, a été déterminant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Reynaud démissionne, et c'est Pétain qui prend la tête du gouvernement. Et donc, Pétain demande l'armistice. Pendant ce temps-là, le bateau, le Massilia, vogue vers l'Afrique du Nord, avec affrété tout à fait officiellement par le gouvernement. Et Pétain prend le pouvoir, Laval, toutes ces manœuvres, etc. Et ils vont transformer en piège ce bateau, dans la mesure où, comme De Gaulle d'ailleurs, les parlementaires sous les drapeaux, comme on dit, vont être accusés de désertion. De Gaulle a été jugé et condamné à mort pour désertion. Et les 4 parlementaires sous les drapeaux, les civils, on ne pouvait pas les poursuivre pour désertion. Mais les parlementaires militaires, on les poursuit pour désertion. Il y en a 4. Il y a Pierre Mendès France, Jean Zay, Pierre Viénot et Wilzer. Et Vichy va les accuser de désertion. Alors le premier arrêté, alors ils sont au Maroc. Le premier arrêté, c'est mon père, le 16 août 1940. Il est arrêté et transféré à Clermont-Ferrand, où on lui fait un procès qui se déroule le 4 octobre 1940. La date n'est pas différente, le statut des Juifs, c'est le 3 octobre 1940. Et un procès complètement fabriqué, on le voit parce que les témoignages, on n'en tient pas compte, enfin c'est vraiment total. La délibération dure 6 minutes, le temps de signer un papier qui a déjà été fait. Bon, c'est totalement fabriqué. Pour mémoire, les 3 autres, pardon. Donc, Jean Zay est condamné à l'issue de ce procès à la déportation à perpétuité. Alors c'est la déportation Dreyfus, hein, c'est pas la déportation en Pologne, c'est la déportation, la vieille déportation. Déportation à perpétuité et dégradation militaire.
attendez, ce verdict, ça fait tilt quand même. C'est Dreyfus. C'est la condamnation mot pour mot de Dreyfus. C'est un tribunal militaire qui juge Janset. Et évidemment, il y a là ce tribunal militaire aux ordres de Vichy, parce que c'est Vichy qui a donné là. Antoine Pro dit même que Vichy voulait faire condamner Janset à mort, parce qu'au début, ils ont voulu l'accuser de désertion, d'abandon de poste. Or, ça a si peu tenu, cette accusation, qu'ils ont abandonné cette occupation, mais ils ont gardé l'occupation de désertion qui ne tenait pas plus, puisque ce qu'ils appelaient désertion en présence de l'ennemi, c'était à 100 km de l'ennemi. Donc, évidemment, ça ne tenait pas. Donc, ils n'ont pas pu le faire fusiller, mais ils l'ont condamné à cette peine. Donc, c'est exactement la même peine de Dreyfus, qui n'avait jamais été appliquée depuis Dreyfus. Si bien que, évidemment, c'est une revanche des militaires sur la réhabilitation de Dreyfus. Les trois autres. Donc voilà la condamnation de Janset. Janset, donc, ministre du Front populaire, juif, je reviendrai sur cette question, franc-maçon, et anti-munichois, partisan de la résistance à Hitler, c'est-à-dire considéré par ce gouvernement de Pétain comme un belliciste. Il a été attaqué pendant toute la guerre comme un belliciste, c'est-à-dire un de ceux qui a voulu la guerre contre Hitler. Évidemment, puisque Pétain était pour l'entente avec Hitler. Le deuxième, Pierre Mendès France, est jugé 9 mois après, en mai 1941. Pierre Mendès France est condamné à 6 ans de prison. Vous voyez que c'est moins. Mais il n'est que secrétaire d'État sous le Front populaire, mais il est juif aussi, et il est franc-maçon aussi. Mais il n'est que secrétaire d'État. Le troisième, Pierre Viénot, est condamné à, je ne sais plus combien d'années, avec sursis. Pierre Viénot a été membre du gouvernement, sous-secrétaire d'État, mais il n'est pas juif. Et donc, sursis. Et le quatrième, Wilzer, tout ça pour la même occupation, hein. Ils sont tous accusés de désertion. Le quatrième, Wilzer, qui n'est ni Front populaire, ni juif, et plutôt d'une droite, il est acquitté. Donc, la différence de ces 4 verdicts est vraiment parlante. Alors donc, cette condamnation, alors que mon père a vraiment cru que il a préparé sa défense, il est avocat, hein, il a préparé sa défense. Il est sûr que son innocence absolue va être reconnue, que c'est un malentendu qui va donner les preuves, les papiers, les machins, les trucs. Et cette condamnation est d'une sévérité absolument incroyable. Ça va vraiment l'abattre pour quelques semaines. Vraiment, ça a été pour lui un coup terrible, à tel point que, alors que depuis qu'il est arrêté, il écrit tous les jours à ma mère. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'il écrive une lettre. Elle est restée au Maroc, parce que oui, ça je ne vous l'ai pas dit, mais sur ce bateau, le Massilia, ces hommes ont emmené leur famille pour qu'elles ne deviennent pas otages, puisque leur mari continue la guerre à l'extérieur, ne deviennent pas otages à la fois des nazis et du régime de Vichy. Donc, ma mère est partie sur le bateau avec ma jeune sœur et enceinte de moi. Moi, je suis née au Maroc 10 jours après l'arrestation de mon père. Dans des conditions terribles, puisque ma mère est restée toute seule, elle ne sait pas ce qui lui arrive. On l'a emmenée. Il y a cette accusation terrible de désertion, il y a cette haine antisémite qui s'étale dans les journaux du Maroc, parce que Vichy a très bien orchestré cette campagne contre les gens du Massilia. Bref, c'est des semaines pour elle terribles, à tel point que, je l'ai dit aux jeunes tout à l'heure, elle a eu du mal à trouver une clinique pour l'accoucher, parce que c'était la femme de Janset, les gens du Massilia, etc. Donc, elle reste au Maroc, donc, et lui, de Clermont-Ferrand, lui écrit tous les jours. Mais le jour du procès, il ne peut pas lui écrire. Le lendemain du procès, physiquement, il ne peut pas lui écrire. Et quand on voit l'importance qu'avait cette lettre quotidienne pour lui, qui l'aidait vraiment à tenir
et à résister, on voit à quel point ça a été un choc terrible. Donc il va s'en sortir comme il le peut, par les ressources intérieures, par la lecture quand il peut, par l'écriture beaucoup. L'écriture va beaucoup l'aider à surmonter le désespoir. Bon, il reste à Clermont-Ferrand, et le 4 décembre, on le transfère à Marseille. Parce que là, on pense qu'on va le déporter à l'île du Diable. Hein, c'est l'île du Diable, c'est la Guyane. Et donc, on le transfère dans le fort militaire de Marseille, dans un cachot, un véritable cachot épouvantable. On est en plein mois de décembre. C'est sur le fort Saint-Nicolas. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est en hauteur et en plein vent. Donc, pas de chauffage dans la cellule, glacial. Pas de lumière, puisqu'il y a juste des fentes. Donc, il a la lumière 1 heure par jour. Il a évidemment rien, pas de papier, pas de crayon, rien à lire. 1 heure de lumière par jour. Il tombe malade. Un jour, il va voir le directeur. Enfin, il demande à voir le directeur de la prison pour demander une couverture. Il va dans son bureau. Le directeur lui dit non, il n'y a pas de couverture. Sortant du bureau, on perd voir une porte ouverte avec une salle remplie de couvertures jusqu'au plafond. C'est vous dire la volonté de persécution qu'il y a. Finalement, ils vont renoncer à le déporter parce que les maires ne sont pas sûrs, et donc on va l'emprisonner à Riom, où il arrive en janvier 1941. Et là, au début, il a un régime très dur, il est traité comme un droit commun, là aussi pour lui, c'est terrible, étant donné que voilà, ça n'a pas aucun sens pour lui. Finalement, son avocat, qui est en fait une parenthèse, c'est Alexandre Varenne, qui est le créateur de La Montagne, le journal de La Montagne. Alexandre Varenne était avocat. Alors à l'époque, il était assez vieux, mais c'est lui qui a défendu Jean Zay le 4 octobre 1940. Enfin, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Et ensuite, qui est venu le voir beaucoup en prison. Il est beaucoup question de Varenne dans ce volume-là, qui recueille, c'est des écrits de prison de Jean Zay, qui recueille tout un choix de lettres, et c'est là où il est question de Varenne beaucoup, et puis des petits carnets qu'il a écrits en prison, où il écrit jour après jour tous les événements qui se déroulent. Donc, pour les historiens, un document très très précieux. Et donc, ma mère va revenir avec nous deux, du coup, en mai 41. Et là, comme son avocat a réussi à lui obtenir un statut proche du statut de prisonnier politique, avec le droit de le visiter, alors, ça veut dire 3 choses. Droit d'avoir des visites très surveillées, hein, visite de la famille, et pour quelques amis triés sur le volet. 2, droit d'avoir des journaux et des livres. Mais vous voyez quels journaux vous pouvez avoir à l'époque. La presse, c'était ce qu'elle était, presse collaborationniste. Mais enfin, quand même, ça lui donne. Et puis 3, le droit d'avoir du tabac, qui était important pour lui. Donc, va commencer une période où ma mère va lui rendre visite à peu près tous les jours, où ma sœur va à l'école, et très souvent, ce qui se passe, donc je vais raconter ça aux jeunes qui me demandaient si j'avais connu mon père. Je leur ai dit oui, je l'ai connu, puisque tous les jours, ma mère me laissait dans cette cellule, elle allait faire ses démarches, et Dieu sait si elle a eu des démarches à faire. Donc elle me laissait dans la cellule, il me gardait, donc il me changeait, j'étais bébé, il faisait le biberon, etc. Il y avait tout ça dans le... Et donc j'ai vécu quotidiennement dans cette prison pendant les 3 premières années de ma vie. Enfin, les 2 premières, parce que ça a changé très vite. Et puis, les choses en 1943, à nouveau, ont tourné mal. Le général Delatte de Tassigny, qui était en prison, là aussi au premier étage de la prison de Riom, s'est évadé, avec des complicités. Et donc là, alors on a bouclé tout, encore plus, on l'a surveillé encore plus, fouille incessante dans sa cellule, brimade, etc. Et en 1944, au moment où le ministère de l'Intérieur, l'administration pénitentiaire sont aux mains des miliciens, tout le monde sait ce qu'était la milice, cette police politique de Vichy, créée par Pétain. J'avais oublié qu'elle est créée par Pétain. Même si Pétain a essayé de la désavouer un peu, qui s'est rendu
coupable en 1944 des pires crimes contre les juifs, contre les résistants, enfin, de choses abominables, c'était eux qui tenaient le ministère de l'Intérieur et l'administration pénitentiaire. Donc, dès qu'ils arrivent, ils retirent à Jean Z tout ce régime, les maigres visites qui lui restaient, donc plus de visites, sinon une fois par semaine derrière des grilles. Donc ça pour lui c'est insupportable. Plus de livres, plus de journaux, on lui fait même retirer la carte de l'Europe qu'il avait à son mur. Et puis en avril, début mai, on lui annonce « votre situation va changer ». Bon, propos énigmatique du directeur de la prison, on lui demande de... Non, c'est pas. Et puis arrive l'assassinat, c'est-à-dire que le 20 juin 1944, 4 miliciens se présentent à la prison de Riom avec un ordre de transfert. Alors ça, je vais vous le montrer, l'ordre de transfert. Oui, ça, donc là, on a pris du retard, mais ça, c'était pendant... Voilà. On va passer ça. Prison. Oui, prison. Voilà, alors tout ce que je vous ai raconté, là, vous voyez, il est barbu. Il ne se rase même plus au début de sa détention. Il va se raser quand ma mère va arriver, parce qu'il a peur de lui faire peur. Là, c'est... Vous revenez sur le manteau, si vous voulez bien. Là, c'est... C'est taquin, hein. Ah oui, c'est taquin. Voilà, là, c'est ces visites dont je vous parlais. Ma mère, donc, qui tient ma jeune sœur, et puis moi dans le landau, et c'est au fond de ce landau que sont sortis, alors, ça, les feuillets là, mais pas seulement. Parce que quand il était en prison, il a reçu, au début en tout cas en 1941, des visites d'anciens membres de son cabinet, dont beaucoup se sont engagés dans la résistance très tôt, et en particulier dans le réseau du Musée de l'Homme, qui était un réseau qui a démarré très vite. Et ses amis d'abord lui apportent des nouvelles, mais il y en a qui lui apportent quelques tâches à faire, c'est-à-dire dans la résistance, vous savez, très tôt, on a pensé à la libération, comment il faudrait reconstruire la République. Alors quel type, voilà, par exemple ça, c'est un plan d'un futur ministère qu'il imagine. Ce papier a été retrouvé dans ses papiers de prison, mais surtout, il a été publié dans une revue de la résistance. Le cahier de l'OCM, qui était un mouvement, l'organisation civile et militaire, un mouvement de la résistance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans sa prison, vous avez dit, il a résisté à sa façon. Bien sûr qu'il ne pouvait pas résister, vous l'avez dit, les armes à la main, il était en prison. Mais il a résisté par l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a cet exemple-là où plusieurs de ces documents ont été publiés dans une revue clandestine, bien sûr, de l'OCR. Mais il y a par exemple, et ça on le voit en termes codés dans ses lettres, un résistant connu, Kuhn-Bombolin, lui envoie un projet de constitution en lui demandant ce qu'il en pense de la noter. Dans sa correspondance, il y a des notes mystérieuses comme ça, à quoi il travaille, il ne donne pas de détails. Tout ça sort sur mon landau. Et pour donner un dernier exemple de cette activité de résistance assez particulière de prisonniers, en février 1942, Vichy veut juger Blum et les responsables du Front populaire. Alors il y en a qui sont déjà en prison, par exemple mon père, Mendès France, mais il y en a qui sont internés, il les juge. Le procès se déroule à Riom. On amène donc Blum et les autres à Riom, c'est au palais de justice, et en face, on les fait dormir à la maison d'arrêt, à la prison de Riom. Blum et la cellule au-dessus de celle de mon père. Le procès commence, les journalistes sont interdits d'en dire quoi que ce soit. Et ce procès va se dérouler de telle façon, les Blum, Daladier et les autres gamins vont tellement bien se défendre, tellement bien démonter l'accusation de Vichy. Vichy veut les accuse d'avoir voulu la guerre, bellicisme, et de l'avoir perdu, la défaite. Donc, le Front populaire n'a pas voté les crédits militaires, ce qui est faux. Blum a porté preuve, n'a rien fait pour préparer la guerre, c'est faux. Bref, le procès tourne à la confusion de Vichy à tel point que Hitler, lui-même,
va ordonner à Pétain d'arrêter ce procès. Alors vous allez me dire, mais comment a-t-on su ce qui se passait dans ce procès alors que les journalistes n'avaient pas le droit d'en parler dans la presse? Eh bien, de la façon suivante, c'est que mon père était ami de Blum, évidemment, et la future femme de Blum, Jeannot Blum, et sa belle-fille venaient le voir souvent dans sa cellule, parce qu'elles aussi, elles avaient suivi leur mari, etc. Et les sténos des audiences, donc très longues, passent dans la cellule de mon père, qui les résume, qui les écrit, qui les transforme en textes publiables. Ça sort de la prison toujours par le même canal, mais aussi sans doute par la famille Blum, et ça va passer dans la presse de la Résistance, et en particulier dans la montagne, et ces comptes rendus vont ensuite aller à Londres. Et c'est comme ça que l'opinion publique, si on peut parler d'opinion publique à cette époque-là, enfin qu'on ne va savoir ce qui s'est passé de ce procès. Donc, vous voyez que là encore, Jean Zay, à sa façon, et par l'écriture, a contribué à la connaissance de ce procès, à la déconfiture de Vichy. Sinon, alors, vous voyez deux photos, par exemple, avec les deux filles. Ça, c'est quand on est le mur de derrière, c'est la prison. Il avait une petite cour. Et puis, là, c'est une autre photo. Alors là, il fait très chaud, vous voyez qu'il me donne, je ne sais pas quoi d'ailleurs. Ensuite, oui, alors les carnets de prison, si vous voulez, ça c'est les petits carnets dont je vous ai parlé. Alors là, on ne voit pas le format, mais ils étaient grands comme ça. Des tout petits carnets où il écrit jour après jour tout ce qui se passe. Alors ça va encore une fois de détails, ma première dent ou la note en rédaction de ma sœur Catherine, jusqu'à des visites importantes et des choses importantes. Mais attention, il écrit tout en termes codés. Et le travail que j'ai fait pour ce volume-là, c'est de décoder tout ce qui est cryptonyme. Je prends quelques exemples. Enfin, il n'y en a pas là, mais par exemple, il parle souvent dans ses lettres, dans les carnets, d'une nommée Ida. Ida, ça m'embête, et j'ai des mauvaises nouvelles d'Ida. Ou alors, dans une autre lettre, bon, ça va mieux, j'espère qu'elle va s'en sortir, etc. Le lecteur lambda, Ida, qu'est-ce que vous voulez qu'il sache? Nous, on sait que on avait une vieille cousine en Angleterre qui s'appelait Ida, dont il se préoccupait pas beaucoup. Mais, quand il dit Ida, c'est l'Angleterre, bien évidemment. Donc c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre en tant que pays, c'est aussi De Gaulle, etc. Autre exemple, il est très souvent question d'un nommé Balima. Balima, c'est qui? C'est Pierre Mendès France. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, ils habitaient un hôtel qui s'appelait l'hôtel Balima, etc. Il y en a 4 pages dans le livre de cryptonymes comme ça. Alors parfois c'est du verlan. Par exemple, Mandel, il dit Delman. Alors ça c'est pas très difficile à découvrir. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles. Les Allemands par exemple, il dit jamais les Allemands. Il dit Graef. Ça, je n'ai pas compris d'où ça venait, je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est d'autant plus curieux qu'au moment, en novembre 1942, quand les nazis envahissent la zone libre, alors ils ne les appellent plus Graef, ils les appellent Georges. Ça, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai vu ça en confrontant Souvenir et solitude, les lettres et les petits carnets. L'URSS, quand il veut parler de l'URSS, il dit la doctoresse. Quand il veut parler des États-Unis, il dit Bernard. Il parle de certains sous leur nom de leur ville. Enfin, bon, j'ai plus en mémoire, mais il y en a comme ça. Donc tout est écrit. Donc voilà pour ces petits carnets. Ensuite, alors on peut, oui, le plan. Bon, on va, alors oui, l'ordre de transfert, oui, c'est ça. Alors l'ordre de transfert. Les miliciens qui arrivent à la prison présentent ça. Et vous lisez là, bon, c'est signé par le directeur régional, mais ça vient, et ça on le sait par les enquêtes qui ont été faites après, ça vient du cabinet de Darnan, qui était le chef de la milice. Il est écrit: j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé de faire effectuer les transferts du nommé Jean Zay, actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Orion, à la maison centrale de Melun.
Le transfert sera effectué par les soins de la milice. Que dit Antoine Pau sur ce document? Il dit que c'est un ordre d'assassinat. Pourquoi? Parce que premièrement, la prison de Melun n'a jamais été avertie qu'un prisonnier allait arriver. Ce qui est invraisemblable, puisque quand il y a un transfert, on prévient la prison qui va accueillir. Jamais prévenu. Deuxièmement, la milice jamais n'effectuait ces transferts. Ces transferts étaient toujours effectués, même sous Vichy, même pendant l'occupation, à partir d'une prison, par l'administration pénitentiaire ou les gendarmes. Mais jamais la milice n'effectuait ces transferts. Donc, ce papier même est un ordre d'assassinat. D'ailleurs, les miliciens signent le registre d'écrou sous un faux nom et ils emmènent les prisonniers. Et à partir de ce moment-là, Jean Zay disparaît. Personne ne sait ce qu'il devient. Ma mère rencontre dans la rue un gardien de prison qui a fini son service, qui lui dit, vous savez, on est venu ce matin emmener votre mari. Qui, dit-elle, je ne sais pas, 4 hommes. Elle va voir le directeur de la prison qui lui dit, bah moi j'ai ça, j'ai remis le prisonnier, j'avais un ordre signé, j'ai remis le prisonnier. Sans d'ailleurs lui laisser le temps d'écrire un mot, rien du tout. Et ma mère, courageuse, va voir Laval, pourtant ennemi personnel. Laval, quand même, grand responsable du sort qui a été agent. Et Laval lui dit, je ne suis pas au courant, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ces miliciens, vous savez, c'est l'époque où Vichy essaie de se désolidariser un petit peu de la milice. Donc, oui, je ne suis pas au courant, je vais faire une enquête. Revenez me voir dans 8 jours. Et en effet, Laval demande une enquête aux renseignements généraux. Sauf que les renseignements généraux, à l'époque, c'était des miliciens. Et donc, ces miliciens vont faire une enquête tout à fait fabriquée, fabriquent des faux PV, signés de faux noms, tout ça on l'a su après, et racontant une histoire évidemment inventée, que la voiture qui est venue chercher Jean Zay a été du côté de Sancoin, c'est pas le nom, monsieur, du côté de Sancoin, a été attaquée par des maquisards qui ont emmené le prisonnier. Donc ma mère va le croire pendant un certain temps. Et puis, très vite, la radio américaine, d'ailleurs, l'a annoncé. Et puis, ça se sait, parce que les miliciens sont arrêtés. On est fin juin 1944, hein, à partir de la fin du mois d'août, la République est restaurée. Mais, donc, on sait qu'il a été assassiné, mais on ne sait toujours pas ni quoi, ni comment, ni quand, ni... Et ma mère, donc, n'en sait pas plus. En 1946, des chasseurs découvrent à Cussé, près de Rion, près de Vichy, dans un endroit sinistre qui est nommé le Puy du Diable, qui est au sommet d'une petite colline, dans la montagne. Hein. Il faut sortir du Cussé. On trouve deux corps qu'on n'identifie pas. Donc on les enterre anonymement au cimetière de Cussé. Et puis le temps passe, et puis on ne sait toujours pas ce qui est devenu Jean Zay. En 1940, mais il y a des enquêtes diligentées, c'est très compliqué, hein, je ne rentre pas dans les détails, les questions judiciaires, là, c'était très compliqué. En 1948, un des assassins qu'on a identifié, qui s'appelait Charles Nouvel, est arrêté. Est arrêté après une traque invraisemblable, c'est-à-dire ce milicien, comme beaucoup de collaborateurs, à la Libération, sont allés se réfugier en Allemagne. Et puis ensuite, quand l'Allemagne a été envahie, se sont réfugiés en Italie, chez les Bonnes Sœurs. De là, il s'est embarqué pour l'Amérique. Et au moment où il va débarquer à Panama, la police américaine, parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui, le pique et le ramène en France. Et il avoue le crime. Enfin, c'est un des 4. Et il raconte surtout ce qui s'est passé. Et c'est là où on sait ce qui s'est passé, à savoir que les miliciens, donc je reviens au 20 juin, ont emmené Jean Zay dans leur voiture. Et là, dans la voiture, ils lui disent la chose suivante, on n'est pas des vrais miliciens, on est déguisés. On est en fait des résistants, on est des maquisards. Donc on vient pour vous libérer. Il lui raconte ça.
Et il les croit. Et il les croit même à tel point qu'il va leur dire qu'il avait convenu avec ma mère d'une espèce de... Enfin, il avait dit à ma mère, si je disparais, parce que quand il voit, après le débarquement, il espère être libéré, ou bien il dit qu'on va peut-être emmener en Allemagne comme Blum, enfin, il ne sait pas. Il dit à ma mère, si je disparais d'une façon ou d'une autre, tu ne t'inquiètes pas, je me débrouillerai pour te faire envoyer un mot, même s'il n'est pas écrit de ma main, pour te faire envoyer un mot. Et je suppose qu'il raconte ça, pensant que c'était résistant, et les assassins, après le crime, ont poussé la perversité jusqu'à envoyer une carte à ma mère, donc pas de son écriture, mais qu'elle comprend, elle, comme étant venant de lui, et reconnaissable à un signe. Il s'était dit, on se donne rendez-vous à la place Saint-Michel à Paris, et c'est dans la lettre. Donc elle croit que c'est de sa main, alors qu'il est déjà mort. Donc, ils continuent leur route, et puis ils prennent cette route de QC, et ils s'arrêtent à cet endroit-là, en disant, bon, ben, on a rendez-vous ici avec les résistants qui vont venir vous récupérer, etc. Ils le font monter ce petit chemin, en disant, on a rendez-vous là-haut, dans un endroit, etc. Et puis là, premier coup de matraque, il leur dit, vous n'êtes donc pas des amis, et une rafale de mitraillettes, alors il y a un des miliciens qui dit à l'autre, mais tire donc, et une rafale de mitraillettes qui l'abat. Et c'est donc l'assassin qui raconte tout ça. Mon père tombe en disant « Vive la France ». Le corps, ils cherchent à le dissimuler, donc ils vont à Vichy chercher une charge de plastique qu'ils vont faire exploser pour effacer toutes les traces. Et c'est comme ça que, en 1946, les corps sont retrouvés. Je vais m'arrêter là. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'après, et en particulier de procès que ma mère a fait, mais bon, j'en ai trop longtemps. Donc voilà, si vous voulez... Oui, c'est ça. Ah oui, simplement, pour terminer, juste un mot sur la lettre, la dernière lettre. Vous voyez, cette lettre est datée du 19 juin 1944, c'est-à-dire la veille du jour où il est emmené. Alors, il a été prévenu que quelque chose allait se passer. Donc, il demande à écrire à ma mère, et voilà ce qu'il a fait, 19 juin 1944. Mon cher petit amour bien-aimé, voici la dernière étape, celle qui sera brève et au bout de laquelle nous nous retrouverons unis et tranquilles dans notre bonheur avec nos filles. Elle était inévitable. Il faut la supporter avec courage et confiance, avec une certitude entière et une patience inébranlable. Ainsi je ferai, même loin de toi, même sans nouvelles. Chacun de nous restera plus près que jamais de la pensée de l'autre et lui inspirera à distance toute sa force. Je te confie mes filles et sais comment tu les garderas. Je te confie, je te confie papa, puisque oui, son père était aussi avec ma mère, dis-lui surtout de n'avoir aucune inquiétude d'aucune sorte. Tu le rassureras pleinement, ainsi que Jacqueline, sa sœur. Mais c'est ça surtout. Je pars. Désolé. Non, mais... Non. C'est à 10. C'est un 9. Voilà. Je pars plein de bonne humeur et de force. Il faut aller sur le verso. Le pont de droite. Le verso. Là, voilà. Je n'ai jamais été si sûre de mon destin et de ma route. J'ai le cœur et la conscience tranquille, je n'ai aucune peur. J'attendrai, comme je le dois, dans la paix de ma pensée, l'heure de vous retrouver. On va s'arrêter là pour la lecture. C'est donc cette lettre qu'il écrit. Alors, il pense, et on le voit dans les lettres, il pense qu'il va être emmené en Allemagne, comme Blum, qui, vous savez, a été emmené, ce qui lui a sauvé la vie d'ailleurs, à Blum, à mon avis. Comme d'autres, où il pense que peut-être les Américains vont arriver, mais voilà. Et en fait, c'est sa dernière. Voilà. Bon, ben, je suis prête à répondre à vos questions. Alors,